Donc bonjour, je suis Luc Chassagne, je suis professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin, professeur en électronique, et je suis aussi directeur d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le LISV, donc Laboratoire d'ingénierie des systèmes de Versailles, qui recouvre plein de domaines, la robotique, l'instrumentation, beaucoup de sciences de l'ingénieur. Et là, je vais plus particulièrement vous parler de ce qu'on appelle le LiFi, ou Visible Light Communication. Alors, les transparents sont en anglais, mais je vais parler en français. Donc la présentation sera demain, je ferai peut-être la totale demain. Donc là, c'est juste une petite introduction pour dire, voilà, ça fait très longtemps qu'on communique avec la lumière. Alors on met toujours cette petite photo là dans Graham Bell qui avait inventé le photophone. Et puis surtout, ce que tout le monde connaît, c'est les transmissions optiques, principalement fibrées. Alors, contrairement à ce qui est montré sur la photo, c'est plutôt de l'infrarouge à 1,55 micron. Donc ça, c'est avec l'avènement du laser fin du XXe siècle. Donc les télécoms optiques se sont énormément développés. Alors depuis le début du XXIe siècle, la grosse différence, c'est qu'il y a eu l'avènement en maturité des LED, qui sont devenus des produits très efficaces à moindre coût. Du coup est apparue la communication par la lumière, mais cette fois-ci lumière visible, puisque la LED n'est pas forcément de la lumière visible, mais peut être de la lumière visible. Donc il n'y a plus le support de la fibre optique et c'est plus de l'infrarouge. Alors, en 2011, il y a un professeur allemand qui a inventé le terme de LiFi, donc Light Fidelity, qui fait référence au Wi-Fi, Wireless Fidelity, parce qu'on va le voir, c'est une technologie qui peut permettre de transmettre des grosses quantités de données. Alors on trouve aussi dans la littérature un autre acronyme VLC, Visible Light Communication. C'est pas exactement les mêmes contours et les mêmes sous-entendus derrière. Et des fois on trouvera OWC, Optical Wireless Communication, qui est à mon avis le meilleur. Alors pour le LiFi ou VLC, la différence c'est donc qu'on peut à la fois éclairer, puisque c'est une LED, donc il y a une notion d'éclairage, et on peut en même temps transmettre de la donnée. Alors les gros intérêts des LED, il y en a plein. Hein. C'est hyper fiable, c'est relativement intéressant en termes d'efficacité énergétique, c'est bas coût approximativement, très longue durée de vie, il y a un petit côté LC, c'est-à-dire qu'il y a moins de micro-ondes. Et surtout aujourd'hui, le gros intérêt, c'est que c'est beaucoup moins codifié en termes de spectre de fréquence. Le spectre radiofréquence est extrêmement codifié, il y a peu de canaux disponibles. Aujourd'hui, la lumière, il y a une bande passante disponible énorme. Voilà, alors le principe en quelques mots. Donc vous avez des données à gauche, des données numériques. On raisonne en transmission numérique, hein, comme dans les télécoms. Alors on peut raisonner en analogique, mais bon, aujourd'hui c'est plutôt du numérique, avec des modulations qui peuvent être très compliquées. Bon. Une LED, là j'ai mis rouge, mais ça peut être du blanc, ça peut être du rouge vers blanc, du rouge vers bleu, ça peut être aussi du non visible. Une distance qui peut être plus ou moins grande, un petit récepteur avec une petite optique pour collecter la lumière. En règle générale, c'est une photodiode, soit des photodiodes à silicium pour capter la lumière visible, soit des photodiodes à avalanche dans certains cas. Et puis après, une chaîne de reconstruction électronique avec du filtrage et puis des techniques numériques pour reconstruire le signal qui sont complètement issues des télécoms optiques. En fait, il n'y a pas tellement de grosses différences. Donc la LED, évidemment, éclaire en même temps. Donc pour que ça ne soit pas visible par l'œil humain, ça veut dire qu'elle clignote à très haute fréquence. Et du coup, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Donc tout ça, c'est exactement le schéma de principe d'une liaison sur fibre optique, finalement, sauf qu'il n'y a pas la fibre, qu'on est en lumière visible. Et l'autre grosse différence, c'est que dans les fibres optiques, finalement, votre canal, il fait que vous maîtrisez votre rapport signal à bruit. Vous savez que vous devez mettre des amplis tous les, 100 km ou autre. Là, si on imagine de la lumière visible, la personne qui est en dessous de la lampe là au plafond peut se tourner dans tous les sens, peut faire un pas à droite, à gauche. Donc le rapport signal à bruit est beaucoup plus aléatoire, en fait, ce qui pose des problématiques très particulières. Voilà, ça c'est le schéma de principe simplifié. Alors la
gros intérêt, si on compare toujours au Wi-Fi, puisque c'était un peu le match au démarrage, si vous faites quelques applications numériques, le Wi-Fi, non la souris ne marche pas, c'est pas grave, le Wi-Fi, votre porteuse elle est à 2 Go 4 à peu près. Là, si vous utilisez la lumière comme porteuse, votre porteuse elle est à 400 THz, qui a un rapport de fréquence énorme. La modulation actuelle typique en Wi-Fi, c'est autour de 50 à 100 mégas. Ah voilà, merci. 50 à 100 mégabits seconde pour une porteuse à 2 Go 4. Donc si vous multipliez par 200 000 la porteuse, la théorie des communications vous dit que vous pouvez avoir des débits, des types de modulation beaucoup plus performants. Et ce qui a été démontré en laboratoire, c'est plusieurs gigabits de données par seconde. Et les records, bon, c'est un peu du démonstratif, hein, mais c'est même 220 gigabits seconde. Donc on a aussi un effet de multiplication sur le data rate, le nombre de données par seconde. Donc ça c'est le gros avantage du Li-Fi. Alors là c'est un graphe un peu technique, mais qui est quand même, je ne vais pas commenter tous les chiffres. Un des critères aussi qui est très important, c'est l'efficacité énergétique. Alors, pas l'efficacité énergétique, mais aussi l'efficacité qu'on appelle spectrale. C'est cette fameuse unité en bas. Alors, la souris marche quand elle veut. L'unité en bas des courbes. Vous regardez en fait combien de bits par seconde dans une bande passante de 1 Hz vous êtes capable d'envoyer. D'accord ? Si vous disposez d'une bande passante de 1 MHz, vous voulez envoyer plein de données. Et donc il y a spectral efficiency. Finalement, c'est l'efficacité de transmission de données dans une bande passante de données. Oui ? C'est un livreur, c'est ça ? Non, pardon. Ouais. Ouais. À côté plutôt, si c'est ouvert. Ouais, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Vas-y, rentre, ferme. Pardon. Cette efficacité de données par bande passante, elle va dépendre énormément du type de modulation. Alors là, je suis désolé, dans les VDCom, dans les télécoms, il y a beaucoup d'acronymes, hein. C'est pas très marrant. La UUK, c'est on-off keying, c'est simplement on éteint, on allume la LED, c'est facile à comprendre. C'est la modulation de base que vous avez dans votre télécommande en fait. Après, vous avez des modulations plus compliquées qui sont utilisées en VDCom, en télécom, la QAM, où vous modulez à la fois la phase et l'amplitude. Il y a des petites coquilles, tiens, je corrigerai, et l'OFDM, où là, c'est encore un peu plus compliqué. Donc, il y a plein de modulations différentes. Alors, ce qui peut être intéressant dans ces graphes aussi, vous voyez, si je prends le graphe de gauche, il y a plein de sources lumineuses possibles. Donc, par exemple, PH LED, c'est les LED à phosphore, c'est-à-dire la LED blanche standard. D'accord. Red LED, c'est la LED rouge. RGB, c'est les systèmes à 3 couleurs. Voilà, merci. RGB, LD, c'est des diodes laser. LD, c'est des diodes laser. Vous pouvez aussi utiliser des diodes laser. Vous pouvez utiliser des LED blanches, mais qui sont... Maintenant, on fait des LED blancs, enfin, c'est encore des prototypes, mais des LED blanches qui sont plutôt faites, non pas avec une partie LED bleu plus phosphore jaune. Un mélange, voire même des diodes laser bleues parce que c'est plus efficace plutôt que la LED bleue. Les micro-LED, alors RC LED, je ne sais plus ce que c'est, les VCSL, donc les diodes laser, et les OLED. En fait, il y a plein de sources possibles qui vont, ça ne va pas être les mêmes applications, c'est pas les mêmes performances, etc. Voilà, alors après, suivant le type de modulation que vous choisissez, la source, on peut définir ce qu'on a appelé un niveau de complexité. Ce graphe, je ne veux pas commenter tous les chiffres, ça vous montre juste qu'il y a plein de sources possibles, il y a plein de photodétecteurs possibles, même si c'est quand même moins limité, plein de modulations. Donc il y a plein de combinaisons possibles, ce qui fait qu'il y a des facteurs d'amélioration des performances sur plein de possibilités. Alors si on regarde le graphe de droite, ce qui est intéressant, c'est que dans les applications donc indoor, où il n'y a pas trop de soleil quand même, vous avez des distances de travail qui sont quelques mètres, quelques dizaines de mètres, donc qui correspondent tout à fait à une zone d'une pièce, quoi. Alors les applications, il y en a des tonnes. Hein. C'est assez intéressant pour l'hôpital parce que l'hôpital, en France en tout cas, je ne sais pas au Pérou, mais les micro-ondes sont interdites. Ouais, c'est interdit. Ouais, interférence avec les appareils, sûrement des raisons de santé. Mais tu vas en Angleterre, c'est pas vrai, c'est autorisé. Donc
C'est des règlements qui dépendent des pays, en fait. D'accord. Mais du coup, ça a un sens de dire j'ai un lien qui n'utilise pas les micro-ondes. Ça a été utilisé dans les supermarchés pour vous conduire intelligemment au bon produit, dans les musées. Un gros intérêt de la lumière, c'est que ça ne traverse pas les murs. Donc il y a eu aussi des applications militaires. Notamment, là, c'est très à la mode. Les militaires déploient une tente de communication et il faut évidemment qu'un espion qui capterait même avec une très mauvaise antenne, il n'y a pas de fuite, quoi. Pas de fuite possible. Donc ça, c'est très intéressant en soi. Ce que je disais, il y a plusieurs supports possibles. Les OLED, l'intérêt, c'est que c'est des supports souples. Donc il y a eu quand même des débits très intéressants obtenus avec des OLED. Il y a eu des transmissions LiFi avec, cette fois-ci, côté récepteur, des cellules photovoltaïques. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'à la fois, vous avez une cellule photovoltaïque qui récupère l'énergie et en plus, c'est un capteur de données, finalement. Donc vous cumulez plusieurs fonctions en même temps. Ça, c'est toujours intéressant. Et autre point qui a été très développé aujourd'hui avec le LiFi, c'est la géolocalisation indoor, puisque finalement, le GPS... Alors maintenant c'est un peu moins vrai, il y a des solutions alternatives, mais le GPS ne porte pas en indoor, parce que c'est des satellites à l'extérieur. Avec le système LiFi, vous pouvez chaque LED, enfin chaque lampe peut avoir un identifiant et ça vous permet de vous géolocaliser dans un bâtiment assez facilement, entre guillemets. Donc ça c'est une application qui a pas mal de succès. Alors ça c'est quelques exemples d'applications, voilà, c'est pas du tout... Alors je vais me focaliser maintenant sur une application un peu plus précise qu'on a pas mal travaillé au laboratoire, c'est dans les transports. Alors aujourd'hui, un bateau, un avion, un véhicule, c'est un nœud d'information. Votre véhicule, il communique avec tout le monde, votre bateau, il communique avec tout le monde. Donc finalement, demain, la ville intelligente, c'est des nœuds de communication partout, dans tous les sens. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur la communication dans l'automobile, et je vous montrerai un slide dans les avions aussi. Alors automobile, on peut distinguer deux types d'applications. À gauche, c'est de la communication intervéhiculaire ou infrastructure véhicule. Donc en gros, c'est quelques mètres à quelques dizaines de mètres, un environnement où il peut y avoir beaucoup de soleil, et on ne demande pas forcément un très haut débit en fait. L'intérêt, c'est que vous avez votre véhicule qui est déjà équipé de LED. Et d'autres types d'applications à l'intérieur du véhicule. Là, vous êtes dans un environnement beaucoup plus contrôlé. Ce n'est pas forcément le même type de source. On peut mettre des OLED, des micro-LED, c'est tout à fait différent. Mais on va demander des débits plus forts, ça va être pour passer de la vidéo ou des choses comme ça. Alors pourquoi c'est très intéressant dans l'automobile aussi, c'est parce que demain, faut avoir conscience aussi que les LED les phares sont pixelisés en fait. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, il y a pas dans la voiture commerciale que Monsieur Tout le Monde peut acheter, mais les prochains véhicules seront équipés de feux qui seront pixelisés avec 1 million de pixels. Alors à quoi ça sert de pixeliser les feux? C'est que vous pouvez avertir, ici c'est l'exemple, on avertit le cycliste que ma trajectoire c'est ça, en projetant en fait finalement comme un vidéoprojecteur. Là, au milieu, là, finalement, vous ciblez ce que vous voulez éclairer pour ne pas éblouir en face. Alors là, c'est pas flagrant, mais en fait, le passage piéton, c'est une projection. D'accord? La voiture s'arrête et dit au piéton, vas-y, traverse en projetant l'image du passage piéton, en fait. Par les phares. Par les phares. Là aussi, là c'est un peu une vue un peu synthétique, vous pouvez imaginer plein de pixels, donc plein de canaux de communication différents. En fait, l'intérêt pour le LiFi ou la VLC, c'est que finalement chaque pixel est un émetteur différent. Donc si vous avez 4000 pixels, potentiellement vous avez 4000 émetteurs différents. Vous pouvez mettre à droite, à gauche, au milieu, ça multiplie les combinaisons en fait. Alors l'intérêt dans les véhicules, c'est aussi, il a été démontré que finalement, bien sûr, on peut communiquer par de la radiofréquence intervéhicule. Il y a des normes qui existent, avec des canaux qui existent déjà. Mais en fait, dans le cas de congestion, où il y a beaucoup de véhicules, c'est pas très pertinent. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une norme un peu dans les véhicules où il y a une notion de latence. Vous envoyez un message, faut le recevoir pas 3 secondes après. C'est déjà arrivé à tout le monde de se connecter sur le Wi-Fi. Puis
puis des fois, c'est instantané, des fois, ça vous prend 3 secondes et vous ne savez pas bien pourquoi. Bon, ça, dans l'automobile, c'est pas possible. Donc la notion de latence est extrêmement importante. Et la latence demandée quand on envoie des messages de sécurité, c'est 20 millisecondes. Alors c'est pas énorme, mais sur des protocoles Wi-Fi très lourds, où vous ne maîtrisez pas toujours le flux de données, c'est pas forcément garanti. L'intérêt du lien VLC, c'est que c'est un lien qu'on appelle peer-to-peer, finalement, vous adressez à la voiture de devant ou à la voiture à côté, vous maîtrisez beaucoup mieux la latence. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que si vous voulez transmettre des données de sécurité, c'est extrêmement important et intéressant de savoir, moi je suis garanti de le transmettre en 1 milliseconde, il n'y a pas un protocole Wi-Fi très lourd qui va venir me mettre 1 seconde dans la vue. Bon. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis comme je viens de le dire, la pixelisation aussi peut être pertinente. On a démontré aussi que c'est moins sujet à ce qu'on appelle les multipasses. Une onde radio, ça rebondit un peu dans tous les sens. Et dernier point extrêmement intéressant, vous avez peut-être déjà vu des vidéos de voitures qui se font hacker. Alors ça stresse tous les constructeurs automobiles. Si demain un petit marrant sur internet peut prendre le contrôle de votre véhicule, c'est pas très marrant. Là aussi, le LiFi ou la VLC offre une sécurisation intrinsèque en fait. C'est quand même plus compliqué d'aller capter un rayon lumineux que d'aller capter une onde radio qui se propage d'une manière isotrope. Alors l'exemple phare qu'on cite toujours, c'est ce qu'on appelle le platooning. Alors le platooning, c'est vous avez un véhicule devant qui est un véhicule leader, et derrière, en fait, tout est automatisé, les véhicules suivent le véhicule leader. Bien sûr, quelqu'un peut s'insérer, quelqu'un peut sortir du platoon, bon, ça doit être assez souple. Donc là, l'intérêt, c'est de transmettre par les phares de véhicule à véhicule. Donc c'est vraiment un lien très, très privilégié, très direct, qui est quand même quasiment impossible à hacker. Avoir un photodétecteur entre les deux véhicules, bon, c'est pas possible quasiment. Et puis vous garantissez parfaitement le temps de latence. C'est pas des gros flots de données. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une trame GPS, c'est 123 bits, c'est rien du tout, quoi. Voilà. Et puis il a été démontré finalement aussi que si vous transmettez en temps réel la position de chaque véhicule, la vitesse, l'accélération, la charge, je pèse 100 kg ou 1 tonne, c'est des informations très intéressantes pour la stabilité du convoi en fait. Donc là, le VLC, c'est un bon exemple, je trouve. On ne dit pas ça va remplacer le Wi-Fi demain, c'est pas ça l'objet, c'est un bon complément en fait, d'accord. Ça a d'autres propriétés, mais si par exemple le panneau lumineux en haut veut diffuser à tout le monde, là pour le coup, c'est peut-être mieux d'avoir de la radiofréquence. Donc c'est pas uniquement concurrentiel, c'est deux technologies différentes. Voilà, alors ça c'est un exemple de prototype, des prototypes au travers le monde qui existent sur des prototypes communication véhicule-véhicule, V2V, ou infrastructure véhicule, I2V. On arrive à des distances qui sont tout à fait intéressantes, jusqu'à 100 mètres, avec des débits qui peuvent aller à quelques mégabits par seconde. Généralement, les gens, 100 kilobits seconde, ça leur suffit. Pas besoin de... Si on veut transmettre des coordonnées GPS, éventuellement une petite vidéo, ça peut suffire. Là aussi, il y a plein de modulations compliquées, différentes. Je passe sur les détails, malheureusement, c'est des acronymes. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que dans l'automobile, c'est la WUKA qui est utilisée. Alors pourquoi j'insiste sur la WUKA? Parce qu'il faut bien voir que c'est une modulation extrêmement simple, c'est celle qu'il y a dans votre télécommande de télévision. Rien de plus simple. Voilà, et puis demain, encore une fois, avec la pixelisation des sources, ça peut ouvrir d'autres choses, notamment ce qu'on appelle le MIMO. C'est qu'il y a plusieurs émetteurs, donc on peut gérer les transmissions d'une manière assez différente. Voilà, et dernier exemple dans l'automobile, ça c'est une collaboration entre le LISV et une université à Taïwan. Donc c'est vraiment un test réel. Donc sur deux voitures, il y a un système VLC entre les deux, il y a un lidar qui permet de mesurer en temps réel la position, et hop, on va rouler sur la route. Voilà. Et donc les résultats, c'est ça, avec deux types de modulations différentes, peu importe. Alors pour comprendre ce schéma, si on envoie des paquets de 10 kilobits, d'accord,
Et puis on mesure le taux de succès de la réception sur l'autre voiture. Donc plus c'est jaune, plus c'est un bon succès. Ça veut dire que vous avez reçu 10 000 bits sans problème. Et puis ça c'est en latéral, là vous avez l'écart de la voiture latéralement sur la route, et ça c'est la position longitudinale qui sépare les deux véhicules. Donc vous voyez finalement jusqu'à 25-30 mètres, avec une petite marge latérale, bon, on transmet un certain nombre de données d'une manière tout à fait raisonnable, en situation réelle. On est sur une vraie route, avec un temps qui n'est pas maîtrisé. Bon. Donc ça c'est une belle illustration, je trouve, d'un cas concret, quoi. Ça marche dans l'automobile. Voilà. Alors un dernier slide sur ça, c'est un autre exemple non pas dans l'automobile mais dans l'avion. Alors pourquoi ça les intéresse? Parce que probablement l'avion de demain, vous aurez une fibre optique centrale pour transmettre des flots et des flots de données. Et puis après, pour l'arrivée jusqu'à l'utilisateur, eh ben, le Li-Fi là est vraiment pertinente parce que vous pouvez transmettre votre donnée par la petite liseuse. C'est assez privatif, hein, la petite liseuse dans l'avion, voilà, c'est vous, et si c'est bien fait, ça inonde pas vos voisins. Alors pourquoi ça les intéresse? Ben, vous enlevez des câbles, donc c'est un gain de poids. Et un gain de poids dans l'avion, c'est la nerf de la guerre, quoi, voilà. Donc il y a eu un proto qui a été fait par OLEDCom avec une société d'aviation qui s'appelle la Techware, où effectivement, alors bon, le proto c'est pas encore un truc très intégré, hein, vous voyez il y a le récepteur là sur le siège, voilà. Toute l'information est arrivée par fibre, et il y a une voie montante, dont je n'ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, qui revient jusqu'à la fibre et qui revient aussi jusqu'au serveur. Et puis bah, ça distribue de la vidéo ou ce que vous voulez distribuer. Et la voie montante, qu'est-ce que... Elle est en infrarouge. Alors la voie montante, elle est... porte ton information. Bah, là, dans l'exemple de l'avion, je pense il y a ouais, voilà, il y a juste une petite interface. Mais bon, j'ai pas trop parlé de la voie montante, mais en règle générale, elle est en infrarouge. Mais tu as toujours une voie montante. Dès que tu fais de l'internet, même si tu as peu de données qui remontent, tu as toujours un peu de données quand même, quoi. Voilà. Alors c'est important parce qu'effectivement, pour que ça arrive vraiment dans le marché, que ce soit dans l'automobile, l'avion, en fait, ils cherchent à réduire les coûts aussi. C'est une techno qui est en émergence. Ils veulent aussi des choses qui soient assez bas coût, donc il faut peut-être mutualiser des moyens ou des choses comme ça. Donc ce type de démonstrateur montre quand même que c'est pas de la science-fiction, quoi. Voilà, alors de toute façon, tout ce qui est modulation ou autre, c'est issu des télécoms laser, hein, faut pas se le cacher, mais avec des problématiques extrêmement différentes, parce que vous avez un rapport signal-bruit qui peut être très très variable, alors que sur une fibre optique, c'est quand même assez connu, quoi. Voilà. Peut-être je rajouterai un ou deux graphes, je vais voir. Voilà. C'est la voie montante. De quoi? Donc tu peux transmettre et recevoir de l'information. Oui, bien sûr. Et là, OLEDCom donc la OLEDCom, c'est la start-up qui est issue du laboratoire, va commercialiser d'ici 2-3 mois un kit qui fonctionnera à 100 mégabits seconde, donc c'est déjà très bien, 100 mégabits seconde. Alors ça c'est en descendant, et en montant, je sais pas, ils ont 20 ou 30 mégas. En montant, tu as toujours besoin d'un débit plus limité. C'est plutôt la voie descendante qui est importante. Mais... Voilà, donc aujourd'hui il y a des recherches sur quoi? Il y a des recherches pas mal sur les sources, notamment les micro-LED, les OLED, qui sont a priori, même sur les LED en fait, puisqu'a priori la LED elle a été conçue pour éclairer, pas pour transmettre. Donc on peut tout à fait imaginer de faire des sources lumineuses complètement différentes. Notamment il y a des collègues à Toulouse qui travaillent sur des LED blanches, mais avec une source bleue, non pas en LED mais en laser, parce que potentiellement ça a une meilleure durée de vie. Il y a pas mal de recherches sur le type de modulation, mais en même temps il y a un moment où, comme le Wi-Fi, il faudra fixer une norme et on ne pourra pas trop choisir ce qu'on veut quand même. Voilà, en gros. Mais il y a beaucoup de mathématiques là.
Pas trop, parce que finalement, Les- toute la partie traitement de signal, si tu veux, c'est des choses quand même très issues des télécoms optiques, qui ont quand même été les Japonais. bah, très explorées, quoi. Alors après, c'est quand même des problématiques différentes, parce que, comme je le disais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est sur une fibre optique, ok, tu sais que ça s'atténue, que machin, que suivant ta forme d'onde, ça peut varier, mais allez, tu mets des répéteurs tous les 10 km, tous les 100 km, bon, c'est quand même assez codifié. Il n'y a pas, le signal ne va pas s'échapper sur la droite. Imagine là dans la pièce, tu as une lampe, tu es là, tu as le droit de tourner par rapport à la lampe. On ne va pas t'imposer, tu peux même faire un pas de côté. Enfin, du coup, tu peux tourner ton smartphone. On ne peut pas maîtriser finalement la qualité du signal aussi bien qu'on peut le maîtriser dans les fibres optiques. Donc le signal est potentiellement meilleur, parce que tu es juste en dessous de la lampe, mais c'est beaucoup plus fluctuant et du coup, c'est d'autres types de contraintes en fait. Ouais. Voilà. Il ne faut pas s'interposer. Voilà, et bien sûr, il ne faut pas d'obstacle. Alors sinon, il y a des gens qui ont travaillé sur des réceptions, mais par réflexion. Tu as des murs blancs, ça marche. Alors tu baisses le débit, évidemment, mais tu fonctionnes uniquement sur les réflexions, effectivement. Donc du coup, cette notion de rapport signal à bruit très différente, ça oblige à avoir des modulations beaucoup plus flexibles pour s'adapter à... Ben, tu te tournes, tout à coup, là, finalement, tu captes plus de signal. Alors, ok, toi, tu vas peut-être penser, ah ben non, tiens, il faut que... Voilà, c'est quand même contraignant. Donc ça nécessite plus d'agilité, on va dire. Voilà. Mais du coup, la partie traitement de signal assez mateuse, non, pas trop. Pas trop. Alors, il y a un autre truc aussi qui est assez important. Là, j'ai parlé de mégabits, enfin centaines de mégabits, gigabits. Aujourd'hui, une LED blanche, si ça a 1 MHz de bande passante, c'est bien. Donc, il y a plein de techniques de traitement du signal qui sont assez connues aussi, hein. Ce qu'on appelle pré-égalisation et post-égalisation. En gros, c'est qu'on sait que la LED blanche a une bande passante limitée. Au moment où on émet, on va volontairement émettre plus de haute fréquence pour compenser la bande passante qui s'atténue. Volontairement, alors que ça ne sert à rien. Et à la réception, c'est pareil, on met plus de gains finalement sur les fréquences qu'on sait à l'avance qui sont atténuées. Donc ça, c'est de l'adaptation de canal en temps réel. Là aussi, c'est des problématiques un peu différentes des télécoms, puisque dans les télécoms, tu sais à l'avance que tu as mis tel diode laser, il n'y a pas de surprise, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Mais merci. Quelques mots, Monsieur Linares? Non, savoir à peu près, disons, supposons qu'un étudiant souhaite faire un stage de 3 mois ici, donc il faut qu'il soit plutôt dans la filière électronique. Ouais, plutôt, ouais. Ouais. Après, électronique ou optoélectronique. Par exemple, il y a des travails sur les sources qu'on ne lance pas ici parce que il n'y a pas les gens pour le faire, mais s'il y avait des ressources humaines, effectivement, il y a des choses à faire avec les micro-LED, avec les OLED. Donc il y a une partie un peu source aussi, mais nous, on est plutôt sur la partie électronique. Ouais. Peut-être c'est bien de raconter en quelques minutes l'histoire de OLEDcom. Ouais, alors, Parce que OLEDcom, c'est une bonne expérience. Comme une entreprise est née d'une activité de laboratoire. alors je vais glisser un mot sur OLEDcom et, par association d'idées aussi. Excuse-moi, juste avant, je vais citer un autre exemple. Si je reprends la photo du piéton qui traverse en bas à gauche. Donc là, c'est le véhicule qui éclaire pour informer le piéton qui dit voilà, tu as un passage piéton, vas-y, traverse. On te donne un passage piéton. Voilà, et puis en même temps, ça veut dire que la voiture est quand même consciente qu'il y a un piéton. Oui, C'est il y a aussi, un piéton voilà. et il lui propose un passage piéton. Tu peux imaginer aussi, aujourd'hui, il y a aussi une autre thématique de recherche qui est très à la mode, c'est les vêtements intelligents. Et notamment, il y a des vêtements qui commencent à être photosensibles. Enfin, il y a pas mal de recherches sur les vêtements intelligents et qui ont des fibres optiques ou qui intègrent finalement soit des récepteurs optiques, soit des fibres optiques pour fonctionnaliser finalement le vêtement. Là, je trouve aussi c'est un bel exemple. Demain, tu as un gilet capable de recevoir du Li-Fi. Aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ça servira, mais
tu peux imaginer des choses. Je suis là. Je suis là. Ah, attention, il y a un truc qui vibre, il y a une voiture que Surtout tu n'avais si c'est une peut-être pas voiture- vue. Surtout si c'est une voiture électrique. Voilà. Tu me plais? Non, non, quand même pas. Non, on peut Non, mettre non, ça non. comme ça, Non, mais attention, je suis là parce que des fois, les dangers avec les voitures électriques, c'est qu'on ne l'entend pas. Oui, bien sûr. Ou voiture, ou scooter, ou Oui. trottinette, enfin, les modes de mobilité se changent. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pour rebondir un peu sur ta question. Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup d'électronique, mais avec un peu d'imagination, tu peux imaginer plein d'applications complètement différentes. Et demain, moi, si quelqu'un veut travailler sur le vêtement intelligent capable de recevoir du Li-Fi, c'est pas que de l'électronique, tu vois, il y a même presque une partie matériaux, enfin, tu peux aller très loin, quoi. En fait, ça ouvre la possibilité à plein d'applications bizarroïdes qui ne sont pas que un travail d'électronique. Voilà. À mon université, il y a une école de ingénierie physique, ou physique ingénieur. Ça existe aussi en France? Une école d'ingénieurs physique, ouais, de moins en moins, mais oui, ça existe, ouais. C'est ingénieros físicos. Oui, Ouais. mais c'est à peu près ce qu'il fait. Pas Supélec, l'autre là. Centrale. Centrale. Oui, c'est une école généraliste, Généraliste, physique, c'est ils font pas mal de plutôt méca. Côté. Historiquement, ils font pas mal de méca, je pense. Oui. Par exemple, là, mon fils a fait là, et donc lui, son domaine, c'est les capteurs. Mais les capteurs, c'est la physique. Et donc l'utilisation des capteurs pour des accéléromètres. J'ai pensé à l'optoélectronique. Mhm. Oui, l'autre électronique aussi. Non, il y a beaucoup de choses. Alors, du Mais coup, un mot sur OLEDCOM, Electcom. oui. OLEDCOM, c'est Donc bien. ces travaux sur le VLC Li-Fi ont démarré au labo 2007 à peu près. Et dans les années début 2010, donc officiellement ça a dû être 2012 je crois, il y a une petite start-up qui a démarré, issue du laboratoire sur cette technologie, qui a été fondée par 2 enseignants-chercheurs du laboratoire. Cette start-up a grandi et aujourd'hui, si on regarde à l'international, il n'y a que 2-3 sociétés qui commercialisent des produits Li-Fi, on n'en est qu'au début, et OLEDCOM est clairement le premier ou deuxième mondial sur ce secteur-là. Alors, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais à la fois ils commercialisent des produits voilà, qu'on peut acheter, et à la fois on a des collaborations avec eux pour continuer des recherches sur différents sujets. Voilà. Donc, c'est une belle réussite de start-up sur des sujets un peu novateurs. Muy bien, muchas gracias, merci beaucoup. Voilà.